Le point marché avec nous, fidèle au poste, Nadine Trémolière. Bonjour. Bonjour Jean-François. Directeur de Primonial Portfolio Solutions. On attaque tout de suite, Nadine. On va reprendre une bonne vieille habitude qu'on avait dans l'environnement que l'on connaît depuis quasiment un an, c'est-à-dire de commencer par le tableau des taux d'intérêt que l'on regarde tout de suite. On voit donc les mouvements dont on a parlé il y a de cela quelques instants dans le point éco, c'est-à-dire la stabilité sur la Fed et la hausse du côté de la BCE. Et on ne va pas se focaliser là-dessus, on va se regarder sur les taux longs. Là, il n'y a pas de doute, il y a de vraies tensions, aussi bien sur le 10 ans américain qui passe au-delà des 4,50 et sur le 10 ans allemand qui est à 2,84. Pourquoi finalement les taux longs augmentent alors qu'on a le sentiment que les hausses de taux courts sont plutôt derrière nous? Je pense il faut revenir un petit peu au scénario qu'on avait imaginé en début d'année. Rappelez-vous, le consensus du marché, c'était un certain nombre de hausses, donc autour de 4, 5,5, donc 4% la BCE, 5,5 la Fed. On y est, mais on imaginait une baisse des taux déjà sur la fin de l'année 2023. Et je pense que quelque part, le marché ou les investisseurs sont en train de s'apercevoir que cette baisse des taux des différentes banques centrales risque d'arriver, je dirais pas au calendrier grec, mais plus dans le courant de l'année 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés s'étaient mis à rêver, finalement, de se dire, ça va être un épiphénomène, on va monter vite fort, et puis derrière, on va revenir au temps d'antan. Exactement. Et d'ailleurs, le message de Powell, depuis quelques mois, était de dire, attention, ça va durer plus longtemps que prévu. Et le marché ne l'entendait pas. Ou tout au moins, le marché ne réagissait pas. Et c'est qu'on avait cette courbe des taux qui faisait cette espèce de cloche, donc avec des maturités longues, qui quelque part, anticipait peut-être cette baisse plus rapide. Ça, c'est le premier point. Le second point qu'il ne faut pas oublier, c'est que les banques centrales essaient de réduire un petit peu la taille de leur bilan, donc achètent moins d'obligations. Et on a de l'autre côté des déficits budgétaires dans tous les pays qui sont en train de s'aggraver. Donc à un moment, il va falloir vendre à peut-être d'autres investisseurs ces obligations qui auparavant étaient rachetées par les banques centrales, et forcément, ces investisseurs demandent peut-être des rendements un petit peu plus élevés. On va re-regarder le tableau parce que vous savez qu'il y a un indicateur que j'adore, c'est l'écart entre le 10 ans américain et le 10 ans allemand. Pendant des mois et des mois, je vous ai dit, on est à 170 points de base, et puis on était redescendu à 130, c'était à peu près le cas si on regarde les chiffres fin 2022. On revient à 170 points de base. Ma question, c'est est-ce que finalement, les marchés sont en train de repartir sur un certain synchronisme entre la politique de la Fed et la politique de la BCE, alors que finalement, elles n'étaient pas tout à fait synchrones, puisque la Fed était partie bien avant la BCE dans ses hausses de taux. Oui, mais on s'aperçoit encore une fois que la problématique de la BCE est un peu différente de celle des États-Unis. La problématique de la BCE, c'est qu'on est quand même une économie en face d'une économie qui ralentit plus sérieusement que l'américaine. Donc peut-être que l'inflation est peut-être encore toujours un peu plus forte en Europe, donc qui pourrait justifier que la BCE continue à monter les taux, mais elle est confrontée à une activité économique qui est en train de ralentir. Et donc c'est pour cela qu'on est en train d'imaginer que le synchronisme va se rétablir entre les États-Unis et l'Europe. Ok, on passe tout de suite maintenant à notre tableau sur les actions. Et alors, on peut commenter deux choses. Performances sur le mois de septembre, elles sont pas bonnes, comme sur le mois d'août. Donc, deuxième mois consécutif où les performances sont dans le rouge. En revanche, si on regarde depuis le début de l'année, on a des performances positives. J'ai un peu le sentiment que les actions reprennent en compte la situation des taux. Parce qu'a priori, quand les taux montent, c'est pas très bon pour les actions. Les taux ont monté depuis le début de l'année, les actions ont progressé. Là, on a l'impression que la donne change. Pourquoi? Déjà, je pense que les indices, quelque part, ils sont aussi troublent un petit peu la vision. On le dit depuis quelques mois, je veux dire, ça a été particulièrement vrai en 2023. Il y a quand même des progressions d'indices qui sont très liées au large cap, grande capitalisation, là où les indices de, on va dire, moyenne et faible capitalisation sont quand même très en retard, voire même avec une progression relativement faible. Donc, je pense que les marchés actions sont en train d'imaginer la même chose, le même scénario. Il y a une espèce de convergence entre ce que pensent les marchés actions et les marchés de taux, c'est-à-dire que les baisses des taux sont pas pour aujourd'hui, sont pas pour demain proche, et qu'il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Donc, je pense que c'est un petit peu cela qui a entraîné cette réaction, on va dire, négative du marché actions dans son ensemble. Forte baisse des marchés actions américains, c'est lié à la composante techno?
En partie. Hein, on s'aperçoit que le Nasdaq n'a pas énormément baissé plus que le S&P 500 sur le mois de septembre. Mais c'est vrai qu'on a cette vision, on va dire, plus croissance, qui est plus sensible au taux d'intérêt, qui a été plus affectée que peut-être la partie value européenne. Small cap, toujours en difficulté. Et quand on regarde la performance depuis le début de l'année, on est à plus 2,8. Ça veut dire qu'on commence à s'approcher du négatif. Oui, c'est la difficulté. Ça, c'est un phénomène mondial. Hein. Je veux dire, on le regarde sur les large caps, sur les small caps européennes, mais quand vous regardez les small caps internationales, on a exactement ce même phénomène. Les investisseurs actuellement se sentent peut-être plus protégés par des grandes capitalisations, qui sont cash riches, qui n'ont pas de problème, peut-être moins d'endettement, qui ont un pricing power plus important et délaissent les petites valeurs. Ok, on passe maintenant tout de suite à l'allocation d'actifs. Alors, on a vu que les marchés actions étaient pas bien orientés. On a vu que les marchés taux n'était pas bien orienté avec des fortes tensions sur les taux. Donc, la performance n'allait pas être positive. Elle est fortement négative sur le mois, puisque la performance de notre allocation équilibrée est de moins 1,7%. Alors, on va être très clair. Il y a le dossier Capimo. On en avait d'ailleurs parlé, je vous avais interrogé sur l'attitude à adopter sur Capimo lors de notre précédente émission, c'est-à-dire au mois de septembre. Question par rapport à Capimo et globalement, question, je dirais, de finance comportementale, de psychologie de gérant. Ça arrive tous d'avoir un pain dans un portefeuille, si on avait raison à tous les coups, ça se saurait. En pratique, on voit bien que la forte baisse de la part de Capimo, qui a perdu 10% récemment, va peser sur la performance de l'année. On a 10% d'immobilier, donc le point, on le calcule aisément. Quand on a un événement comme ça dans son portefeuille, comment il faut réagir ? Il faut se dire, faut que je trouve des solutions pour me refaire. Faut se dire, on a l'exercice qui est plombé et il faut se projeter sur l'avenir. Quels sont les bons et les mauvais réflexes à avoir ? Les bons réflexes, c'est toujours pareil. J'ai l'impression de marteler ça un peu dans le vide depuis un certain nombre d'années. C'est diversification. Tous les moteurs de performance ne peuvent pas être allumés en même temps. Sur un mois aussi difficile que celui qu'on a eu, je veux dire, c'est quand même un mois relativement, on va dire, en rouge, les taux montent, comme vous l'avez dit, les actions baissent, l'immobilier commence à être bien sanctionné. On a des moteurs de performance allumés. Les marchés obligataires, ou en tout cas les fonds que l'on a détectés, sont positifs. À côté de ça, on a effectivement des fonds actions et des fonds immobiliers qui baissent. Mais rappelez-vous, 10% ou 11% sur une SCI, sur 10% du portefeuille, ça ne vous coûte que 1% ou 1,2%. Donc, je veux dire, on n'a pas... pour moi, quelque part, c'est un phénomène, je veux dire, c'est un support qui nous a énormément apporté dans des marchés difficiles. D'accord ? Il est un peu moins bon contributeur, mais il faut le regarder sur une période de plutôt long terme. Donc moi, vous parliez de finance comportementale. Justement, le comportement que j'essaye d'inculquer à tous mes clients, c'est de dire, on va pas sortir à la moindre catastrophe ou à la moindre problématique quand on est sûr de la qualité des actifs sous-jacents que l'on tient dans le portefeuille. Vous essayez de construire un portefeuille, je dirais, avec une durée de vie plus ou moins moyenne, on fait des ajustements à la marge, 5% par-ci, 5% par-là, mais la philosophie qui est de dire on va mettre du fonds en euros, on va mettre de l'immobilier, on va mettre des actions et on va mettre des obligations, pour moi, il est inchangé. Ok, ça veut dire qu'en pratique, quand on regarde les relevés de portefeuille, on a tendance à voir ligne par ligne avec la variation ligne par ligne. C'est ce qu'il ne faut pas regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la performance globale. Exactement. En sachant qu'il y a des moments... Alors souvent, nos investisseurs cherchent à timer le marché. Vous voyez, ils cherchent à me dire, est-ce que c'est le bon moment ? C'est évident qu'on a plus envie d'acheter un marché immobilier quand il est en baisse. On a envie d'acheter plus un marché action quand il est en baisse. C'est exactement le contraire de ce que font en général nos investisseurs. C'est-à-dire qu'ils sont rassérénés peut-être par la hausse d'un marché pour l'acheter. J'ai presque envie de dire, l'immobilier, c'est sûrement un point d'entrée en ce moment. Ok, dernière petite question. Est-ce que justement, dans l'environnement actuel, avec la remontée des taux, on a envie de faire des choses où on considère que finalement, on est plutôt pas trop mal ? Je rappelle, si on regarde un peu les évolutions fondamentales que l'on a fait, je dirais, depuis au cours des 12 derniers mois, on devait se retrouver en décembre l'an dernier avec finalement l'intégration d'une ligne sur des fonds obligataires datés qu'on n'avait pas auparavant. Donc aujourd'hui, on a envie de bouger ou on se dit qu'on n'est pas trop mal ? Non, justement, on a ces 4 classes d'actifs, toujours pareil, l'immobilier,
le fonds euro, les actions au sens large. Alors, quand je dis actions, souvent, on peut mettre du produit structuré, on peut mettre du fonds private equity, et puis la partie obligataire qui, comme vous l'avez dit, a grossi, a pris, et qui apporte actuellement, quelque part, la stabilité du portefeuille que l'on n'avait pas auparavant, et du rendement positif, puisque, rappelez-vous, la contribution des fonds obligataires ce mois-ci a été positive pour notre portefeuille. Donc, on s'en réjouit. Nadine Trémolière, merci beaucoup. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.